Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. C'est le forum de la rédaction. C'est l'émission consacrée au décryptage de l'actualité nationale. Vous le savez très bien au cours de la semaine, l'actualité a beaucoup bougé, surtout parlant de l'actualité électorale. En début de semaine déjà, nous avons assisté à cette sortie de l'opposition dans les rues de Cotonou. Plusieurs milliers, et bien sûr, de partisans ou de manifestants étaient dans la rue. L'opposition qui dénonçait, il faut le rappeler, l'exclusion de ces partis du processus électoral en cours. Et dans la semaine, ça a été quelque peu confirmé par la décision de la Cour constitutionnelle qui a validé les deux listes déjà retenues par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Il s'agit bien sûr de l'Union progressiste et du bloc républicain qui sont les deux blocs de la mouvance présidentielle. Et bien après cela, il y a eu beaucoup d'autres sorties à la conférence de presse de l'opposition encore ce jeudi, l'opposition qui a réclamé beaucoup de choses concernant bien sûr le processus qui est en cours, la sortie également des cadres de l'Union progressiste qui se disent en tout cas prêts pour les joutes électorales si la situation devait rester telle qu'elle est actuellement. Et de l'autre côté du Parlement, la conférence des présidents poursuit dans ses travaux pour des propositions pour une sortie de crise. Retour sur ces faits marquants de l'actualité. C'est dans cette tribune le forum de la rédaction. Et dans un instant, ça va être avec mes confrères de la rédaction du groupe de presse EDN TV Diaspora FM. Restez avec nous pour cet instant décryptage, analyse avec les journalistes du groupe de presse EDN TV Diaspora FM. La marche de l'opposition ce lundi, la sortie des cadres de l'Union progressiste, la sortie également du président de la Sénat au cours de la semaine, sans oublier la convocation des hauts responsables du PRD par la brigade criminelle. Voilà donc les quelques sujets, les quelques faits ayant marqué l'actualité au cours de la semaine et qui seront au menu de cette émission. Loris Freddy, d'abord à ma droite. Loris, bonsoir. Bonsoir Corneille, bonsoir fidèles amis, auditeurs et téléspectateurs de EDN Télévision. Frédéric Serroin, bonsoir ou bonjour, ça dépend de la position, voilà, d'où vous nous recevez bien sûr. Bien évidemment, bonsoir Corneille, bonsoir Loris Freddy d'abord et bonsoir aux amis téléspectateurs de EDN Télévision et à nos auditeurs de la 102.3 Diaspora FM. Alors le décryptage sera fait en deux panels. Nous allons retrouver au bout de 30 ou 35 minutes Arnaud Moriagua qui va devoir prendre la place de Loris Freddy d'abord pour poursuivre cette émission. C'est le forum de la rédaction, l'analyse, le commentaire, l'opinion des journalistes du groupe de presse EDN TV sur l'actualité nationale. Nous allons commencer, chers confrères, par la sortie des cadres de l'Union progressiste, la situation électorale qui reste aujourd'hui dans l'imbroglio malgré la confusion tout autour et bien sûr de ce processus prévu pour les élections du 28 avril prochain. Nous avons deux listes en course aujourd'hui, confirmées par la décision de la Cour constitutionnelle dans la nuit du mardi à mercredi dernier. Et puis la sortie de ces cadres de l'Union progressiste qui se disent, malgré tout ça, prêts pour ces joutes électorales. Frédéric Serroin, quelles sont d'abord vos réactions par rapport à cette déclaration des cadres de l'Union progressiste? Merci Corneille. Je crois qu'il faut un peu situer nos téléspectateurs sur le contexte de cette sortie de l'Union progressiste. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au terme du dépôt des dossiers à la Commission électorale nationale, entre-temps, il y a eu deux partis qui ont été retenus, à savoir l'Union progressiste et le bloc républicain, parmi les 7 partis qui ont déposé leur dossier. Parce qu'au départ, nous avions 10 partis politiques et quelques-uns n'ont pas jugé bon de déposer leur dossier. Et parmi les 7 qui ont, malgré les insuffisances et les imperfections, déposé leur dossier, il y a eu 2 partis qui ont été retenus, et ces partis-là sont ces partis qui se réclament de la mouvance présidentielle et qui se réclament pro-Patrice Talon. Et ça, on le sait déjà. Nous en étions là quand les partis dont Moël Bénin, USL pro-Sébastien Diavon,
et le PRD du maître Adi Mbodi, président de l'Assemblée nationale, ont adressé des recours à la Cour constitutionnelle pour contester l'invalidation de leur dossier par la Commission électorale nationale. Et dans la foulée, le PRD a voulu, dans ce qu'on peut appeler chute, dans sa chute, voulu entraîner les deux parties de la mouvance dont dont le parti dont il fait partie lui-même. Donc le PRD, voilà, dans cette manœuvre, pour entraîner le bloc républicain, l'Union progressiste, dans sa chute, a apporté des preuves selon lesquelles ces deux partis n'auraient pas eux aussi satisfaits, comme cela se doit, aux exigences, critères, voilà, à toutes les exigences retenues ou bien demandées par les tests. C'est ainsi que dans ces preuves, nous pouvons retenir méli-mélo des deux parties. On retient que M. Nyansounou Aristide ne porte, sinon sa procuration ne porte mention du nom d'aucun mandataire aussi. La procuration produite par Abdoul Razak Fefefe ne porte aucune signature. La déclaration de candidature de l'Union progressiste ne mentionnerait pas son nom et porterait la signature du dénommé Eric Sangan, qui ne justifierait pas d'avoir une procuration pour signer cette déclaration. Sans oublier que le logo manquant au dossier de l'Union progressiste aurait été introduit au dossier postérieurement. Et cette pièce n'a été contestée ni par la Sénat, ni par les partis indexés. Il a été plutôt question de recel de documents administratifs, de documents confidentiels, et puis les représentants de ces partis à la Cour constitutionnelle. À la Cour constitutionnelle. Il y a toute cette situation de grande confusion. Oui, il y a toutes ces conditions de. On simplement demandé à la Cour constitutionnelle de Maître Diop de ne pas tenir compte de ce document-là, de ces preuves-là. Donc, nous en étions à la remise en cause même de la légitimité, de la légalité, de la validation des dossiers de ces deux partis politiques quand la Cour constitutionnelle a sorti une décision pour confirmer, pour conforter la Sénat dans sa position, dans cette position de rejet des autres dossiers et de la confirmation des deux blocs-là. Donc, ces partis se trouvant à présent confortés, confirmés par la décision de la Sénat, ont jugé bon de faire une sortie et de la Cour constitutionnelle, dont l'Union progressiste a jugé bon de faire une sortie. Et comment analyser cette sortie-là? Nous devons prendre cette sortie, sinon voir cette sortie sous deux prismes. D'abord, vous l'avez dit, l'Union progressiste s'est félicitée d'avoir respecté les tests. Parce que pour eux, il fallait revenir sur cela. Il fallait insister sur cela puisque leur nom ayant été déjà dégradé dans l'opinion, les preuves ayant été déjà apportées dans l'opinion, qu'il y a eu traitement de faveur, qui n'ont pas respecté les tests, il était pour eux... C'était le moment pour le parti... Pour refaire, pour retrouver une virginité, une certaine virginité. Donc vous allez voir, tout au long de leur déclaration, de leur conférence de presse, ils ont tenu à dire que les règles ont changé, ben voilà, nous, on a, malgré les ronces, les difficultés, respecté les tests, et c'est bien dommage que nos autres pairs des autres partis n'aient pas pu respecter ces exigences, alors bien même que nous avions dit rupture et que nous exigeons aux simples citoyens, aux artisans de respecter les tests. Donc ils ont voulu se refaire une image dans l'opinion. Et puis de l'autre côté, ils ont voulu calmer le jeu. Il faut faire une bonne lecture de cela parce que quand vous lisez cette décision, ils s'en remettent à présent aux députés de l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale pour, comme le chef de l'État l'a dit, légiférer, revoir les tests qui portent les germes de l'exclusion, de la division. Donc ils s'en remettent à l'Assemblée nationale en demandant aux honorables députés de faire diligence et de faire ce qu'il faut pour permettre à ces partis qui ont été recalés de pouvoir revenir dans le jeu pour des élections inclusives. Mais en le disant, il n'exclut pas le fait que, c'est une lecture à moi, il n'exclut pas le fait que les députés en session extraordinaire, lorsque le projet viendra pour solliciter leur vote, que les députés rejettent ce projet ou cette proposition. Ils n'excluent pas cela. C'est pourquoi, dans leur déclaration, vous allez voir qu'ils soutiennent encore, qu'ils sont prêts à aller aux élections, peu importe les listes en lice. C'est donc clair que pour l'Union progressiste, vient réaffirmer. Le calendrier sera maintenu, les élections tiendront à bonne date et puis... on n'ira pas, peu importe ce qui se passera, le message à retenir, c'est que l'Union progressiste
vient se refaire une image, malgré les preuves, malgré les accusations. C'est de la communication, bien évidemment, il faut le reconnaître. Et puis, ils viennent dire, nous sommes d'accord pour parler pour les élections inclusives, mais si ça n'aboutit pas, nous avons été reconnus comme des partis légaux, eh bien, nous sommes prêts à aller aux élections, peu importe les listes en liste, c'est-à-dire, même si ce sont ces deux partis qui iront aux élections, nous, ça ne nous gêne pas. Alors, Loris Fri, d'abord, est-ce que la situation actuelle, c'est parce que, oui, c'est l'opposition qui aujourd'hui se retrouve, qu'on le veuille ou pas, exclue pour le moment du processus des élections du 28 avril? Est-ce que c'est parce que c'est l'opposition? Est-ce que la situation actuelle, ce n'est pas une situation plutôt d'intérêt national ou en réalité tous les camps où les obédiences politiques doivent pouvoir mettre leurs énergies en commun pour une sortie de crise? Parce que là, quand on suit ces déclarations de ces cadres de l'Union progressiste, il y en a même qui se réclament de la mouvance présidentielle, qui disent on n'a pas de proposition, en tant que telle. Alors, c'est comme si la situation, ça ne concerne que l'opposition ou les partis recalés. Et puis bon, comme ce n'est pas chez nous, on reste tranquille et on attend. Est-ce que ce n'est pas, tout le monde ne devait pas faire une convergence des forces pour pouvoir rapidement une sortie de crise? Oui, Corneille, vous le dites si bien, cela devrait être considéré comme une situation d'intérêt national, ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'a pas transparu dans la présentation qu'ont fait justement les cadres de l'Union progressiste. Pour ma part, cette sortie des cadres de la fratrie de la mouvance présidentielle me pose une série de problèmes, sinon deux principaux problèmes. J'ai lu cette sortie comme... j'ai d'abord eu du mal à appréhender l'opportunité de cette sortie. Si tant est que, dans ce calme, dans cette atmosphère de calme tendu, eh bien, les autorités ont décidé coopérer, quitte à confier à l'Assemblée nationale, à la représentation nationale, les possibilités de trouver une issue. Eh bien, pour moi, pour ma part, cette sortie est inopportune si elle n'a rien apporté de neuf, justement. Parce que cette sortie, l'ancien ministre Lazare Sekoto l'a bien martelé, ils n'ont pas fait des propositions au Parlement parce qu'ils n'ont pas de problème. Donc, ils ont laissé le soin aux partis qui ont des problèmes, enfin les partis, je veux dire les partis frappés d'ostracisme, de faire des propositions au Parlement. Donc, puisque eux, ils se sont tirés d'affaire. Ils sont dit, justement, les partis homologués. Ils n'ont pas fait de proposition. Le consensus, si on va rester dans ce schéma. Ils se seraient même arrêtés là, qu'on les comprendrait dans leur posture d'élus du moment. Parce que pour le moment, ils se sont tirés d'affaire. Que si les choses restent en l'état, on assisterait à une exceptionnelle élection entre camps d'une même couleur. D'accord. Maintenant, j'ai lu aussi une sorte d'indifférence vis-à-vis de cette psychose que partage non seulement la classe politique nationale, mais tous les citoyens de cette nation qu'elle Bénin. Ils se seraient quand même présentés comme partageant un tant soit peu cette peine des citoyens. Enfin, de ces citoyens démocrates bontins. Pourtant, le chef de l'État l'a montré, l'a manifesté quand il a reçu les partis, parce qu'il disait que ça va... Lui, il a envie de voir quand même les partis d'opposition. Le chef de l'État, après tout, joue son rôle politique. Parce qu'au-delà de ces différentes rencontres entre les classes politiques, entre les partis politiques, enfin, même si tous les partis ne se sont pas présentés à ces différentes rencontres, il y a aussi du jeu politique derrière. Il y a aussi de la stratégie politique. On ne pourra plus jamais dire après que Patrice Talon n'a pas voulu d'une élection inclusive. Plus personne ne pourra le dire. Il l'a dit. Ce qui l'a conduit à confier cette mission entre griffes exceptionnelles qui pourra aboutir ou non, ça il faut le dire, parce que passer certains délais, le Parlement aura beau tout faire, mais on ne pourra plus tenir dans le temps. Parce que le président de la Sénat, vous l'avez suivi cette semaine, avait dit que c'est vrai qu'une mission quelconque a été confiée au Parlement, certes, mais que l'institution continue de dérouler son calendrier, comme si de rien n'était. Alors, les deux points que j'ai eu du mal à partager, c'est cette indifférence des cadres de l'Union progressiste qui se seraient peut-être restés dans leur presque mutisme, simplement. Et aussi, il y a l'inopportunité, j'allais dire, concédez-moi le concept, de cette sortie. Parce que cette sortie aurait été opportune si elle a apporté des propositions, si elle a apporté, je dirais, des éléments pertinent pour la sortie de crise. Mais non, ce que ces cadres ont martelé, c'est qu'ils n'ont pas eu de problème. Et puisqu'ils n'ont pas de problème, cela justifie le fait qu'ils n'ont pas transmis à l'Assemblée nationale des propositions. Et alors, justement... Pourquoi ne pas rester, pourquoi ne pas garder leur silence jusqu'au bout?
Alors, mais justement, la validation de ces listes par la Sénat et la confirmation apportée par la Cour constitutionnelle aujourd'hui crée beaucoup d'autres polémiques. Et puis, on doute, surtout l'opposition a commencé à douter déjà de la crédibilité de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Nous avons suivi au cours de la semaine également la sortie du président Emmanuel Tiando, chers confrères. Nous allons peut-être revenir rapidement sur son extrait, une partie de cette déclaration, avant de poursuivre dans cette analyse. Cette convocation a fait l'objet d'un buzz sur les réseaux sociaux avec en arrière-plan des amalgames qui n'ont rien à voir avec la réalité. En effet, c'est à la suite d'une plainte du sieur Aklassator que le président de la Sénat a été convoqué pour les besoins d'enquête sur décision du procureur de la République. Je rappelle à toutes fins utiles que M. Aklassator a été positionné comme candidat sur la liste du PRD. L'intéressé a saisi la Sénat par exploit d'huissier d'une correspondance par laquelle il a appelé l'attention du président de ce parti qui ne disposait pas de carte d'électeur et qui ne pouvait pas donc être candidat. Malgré cette requête, dit-il, il a été retenu comme candidat et a constaté qu'à la publication des candidatures du PRD, son nom figurait. C'est dans ce cadre qu'il a élevé une protestation en affirmant que n'ayant pas de carte d'électeur, sa candidature serait piratée et serait soutenue par une fausse pièce, dit-il. Effectivement, nous avons constaté au cours de l'examen des dossiers que M. Aklassator Salvador Sena figure comme candidat du PRD dans la 10e circonscription électorale. Au vu de cette correspondance, le procureur de Cotonou a ordonné une enquête et c'est à ce titre que le président de la Sénat a été convoqué à la brigade criminelle de Cotonou qui lui demandait aussi de venir avec une réquisition, notamment la transmission du dossier de M. Aklassator Salvador Sena. Dans l'intention d'obtenir ce dossier, j'ai demandé à la vice-présidente, dans le bureau de laquelle se trouvent les cantines, d'appeler le commissaire Freddy Umbedji, ici présent, qui détient les clés de ces cantines pour récupérer le dossier. Ce dernier lui a opposé un refus catégorique, arguant du fait qu'il ne pouvait pas remettre les clés sans l'avis de la plénière. Oui. On a suivi cette audition-là à la Cour constitutionnelle à la nuit du mardi à mercredi. Justement, le PRD qui avait déjà fait un recours par rapport aux deux listes validées par la Sénat a été débouté simplement par la Cour constitutionnelle. Mais cela pose un problème, puisque là, il s'agit maintenant de la crédibilité de la Sénat, parce que pour le PRD, qui détient, selon le parti, des pièces à conviction de certaines irrégularités dans le dossier de candidature de ces deux listes, notamment l'Union progressiste, Frédéric Serroulan. Alors, est-ce que cela n'en rajoute pas déjà assez à la situation d'imbroglio total qui entoure, beaucoup d'ombres qui entourent ce scrutin? Bien évidemment, Konaï, c'est donc un secret de polichinelle que de le dire. Vous savez, aujourd'hui, quand vous suivez un peu les citoyens sur les réseaux sociaux ou bien dans la vie réelle, quand vous côtoyez, quand vous discutez avec les gens, il y a à présent, sur les problèmes existants, un nouveau problème, celui de la crédibilité de la Sénat. Parce que quand on a suivi la conférence de presse du président de la Sénat, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un autre problème qui s'est révélé. On a parlé de fautes mineures et de fautes légères. C'est-à-dire le président de la Sénat nous révélait, confiait ainsi à la faveur de cette conférence de presse que les partis Union progressiste et Bloc républicain n'ont commis que des irrégularités ou des fautes légères et mineures. Qu'est-ce qu'on appelle fautes légères et mineures? Ça veut dire qu'il y a des fautes qui ont été laissées, qui ont été
concédées. Il y a des erreurs qui ont été concédées. Et même si, il faut être honnête de le dire, puisqu'il a dit que d'autres irrégularités ont été notées au niveau des autres partis politiques et que la Sénat a décidé de ne pas en tenir compte et qu'il a été question de tenir compte seulement de certaines irrégularités communes pour tous les partis politiques. Mais quoi qu'il en soit, on retient que le bloc républicain et le bloc pour l'Union progressiste ne sont pas exemples de griefs. Et donc, à partir de là, est-ce que quand il y aura la proclamation des grandes tendances, on en parlera de fraude mineure, de fraude légère. Cette question se pose et est légitime. Et cela justifie la conférence de presse de l'opposition qui réclame la démission des membres de la Sénat et l'arrestation de ces membres-là pour qu'ils puissent se justifier devant la justice pour expliquer comment est-ce qu'on peut laisser passer des fautes à ce stade-là, à ce niveau-là, au niveau de cette institution qui est censée gérer avec rigueur, la dernière rigueur. Le président de la Sénat même l'annonçait avant même le dépôt des dossiers qu'il ne laissera passer aucune irrégularité. Cette Sénat qui a quand même l'expérience, parce que la Sénat est installée pour 7 ans qui a déjà eu à faire ce même président, cette même Sénat qui à la faveur de l'étude des dossiers décide de juger de quelles sont les fautes mineures, de quelles sont les fautes légères et de concéder ces fautes-là à certains partis qui passent à travers les mailles. Donc, vous l'avez dit, il se pose aujourd'hui la question de la crédibilité de la Sénat et au-delà de la Sénat, de la crédibilité de la Cour constitutionnelle. Puisque si la Cour constitutionnelle, les preuves de ces irrégularités-là ont été présentées devant la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle, tenant cela, confirme ce que la Sénat a été fait, on se demande aussi quelle sera la crédibilité de la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle est une institution, non seulement juridique, la Haute Cour constitutionnelle, qui doit gérer les contentieux électoraux, mais c'est aussi un instrument politique. Il faut le reconnaître. Et puis, on peut comprendre par cette manœuvre que la Cour constitutionnelle n'a pas voulu remettre en cause la légitimité, la légalité ou bien la crédibilité, si on doit le dire, de la Sénat. Parce que, imaginez un peu, si la Cour constitutionnelle, dans sa décision, venait à reconnaître que la Sénat s'est tambourbée, s'est mélangée dans des compromissions avec le bloc républicain et l'Union progressiste. Cela pourrait plomber davantage le processus. Cela plombera à jamais le processus électoral parce que plus aucun parti politique n'acceptera aller aux élections avec cette Sénat-là qui, déjà, à l'étude des dossiers des partis, s'est déjà mélangé dans les compromissions. Donc la décision de la Cour cette décision de la Cour constitutionnelle, bien arrivée, à mon avis, vous, est une décision politique. Elle n'est pas bien arrivée. Une décision parce politique qu'il fallait, ou décision sage? Ce n'est pas une décision sage. Même si cette décision devrait amener à remettre en cause tout le processus électoral, à tout reprendre dès le début, la Cour constitutionnelle avait cette responsabilité-là devant l'histoire de rappeler la Sénat à l'ordre, de dire qu'il y a eu des irrégularités, on en a eu les preuves que les blocs républicains et progressistes n'ont pas respecté totalement les tests et donc qu'il fallait reprendre tout le processus là, on repartirait à zéro. Et là, pour mieux faire les choses. Mais là, en couvrant cela aujourd'hui, c'est que la Cour constitutionnelle vient de se mettre dans le piège aussi en mettant en cause sa crédibilité. On se demande si à la faveur de la proclamation des grandes tendances, si en son temps, il y avait des fraudes jugées légères et mineures par la commission électorale, la Cour constitutionnelle ne serait pas tentée à valider ces fraudes légères et mineures. Alors, Loris Freddy d'abord, des fraudes mineures qui passent conformes à la loi, puisque le président de la Sénat l'a dit à plusieurs reprises, la Sénat respecte les tests. La Sénat ne fonctionne que sur les tests. La Sénat n'interprète pas les tests, mais la Sénat respecte les tests déjà taillés par la classe politique. Mais pourtant, des fraudes mineures sont conformes à la loi, aux tests. Et puis, est-ce que cela ne vient pas quelque peu confirmer l'hypothèse de ceux qui pensent que ces deux blocs, justement, de la mouvance présidentielle auraient pu bénéficier de leur proximité, un peu de favoritisme, je ne sais pas, bon. Vous savez qu'on est haïtien, je n'ai pas à me réjouir au fait de cette impasse chronique que nous traversons, mais déjà, elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue parce qu'elle nous rappelle et nous interpelle à plus d'un titre. Et cela pose davantage la question, la nécessité de toilettage de cette loi fondamentale. Et c'est ici le lieu de nous rappeler cette volonté
je veux dire, cette volonté du chef de l'État de toiletter certaines institutions, quitte à Mais ça réduire veut dire leur que la influence. situation actuelle, c'est Parce une que ici, résultante nous subissons, voilà. jusque-là, nous subissons, je dirais, la trop grande influence de certaines institutions comme la Cour constitutionnelle, qui reste pour nous notre fétiche national. Encore que la question est si elle demeure encore, elle porte encore toute cette portée de fétiche de nos jours. Alors, pour en venir maintenant au caractère mineur ou majeur de telle ou telle faute, écoutez, cela dépend du prisme d'appréciation, que l'on soit du côté de l'opposition ou du côté de la mouvance. Aujourd'hui, que l'on se situe du côté de l'UP, de l'Union progressiste ou du côté des Républicains aujourd'hui, eh bien, ces fautes paraîtront davantage mineures. Et du côté de l'opposition, ces fautes vont d'office sembler être vues à la loupe. C'est à l'appréciation de chaque camp. Mais toujours est-il qu'il faille ne pas ignorer l'intelligence des citoyens béninois. Il faille ne pas nous appeler, comme le dirait l'autre, des briques de 15. Écoutez, nous sommes un ensemble de citoyens bien réfléchis. Et dès lors qu'il était question sous le régime Boriaï d'instituer une Sénat permanente, nous avons été nombreux à l'applaudir. Bien sûr. Pensant que voilà, cela va permettre un tant soit peu d'asseoir davantage la crédibilité de l'institution. Mais il nous a échappé. Il nous a échappé la facilité pour qu'ont les cadres africains, par exemple, de faire allégeance aux nouvelles élus, je veux dire au président de la République ou à quel cadre que ce soit. C'est ce qui nous a échappé. Et on aurait pu penser en amont à je dirais, à cette difficulté, à ces ennuis. On aurait opté simplement pour une Sénat, à la limite, au délai limité, comme ce à quoi on assistait par le passé. Maintenant, la Sénat y est pour tout un mandat, je dirais, indétrônable pour le temps que durera ce mandat. Maintenant, qu'on se situe d'un côté ou de l'autre, on aura simplement qu'à subir ce que en griffe subissent pour le moment les cadres de l'opposition, les partis ostracisés, les partis oubliés, les partis en griffe exclus pour le moment. Mais là, ça se comprend aisément que cette sortie du président de la Sénat n'a pas convaincu. Non seulement... Alors que l'enjeu était quand même apporter plus de crédit. Voilà. Pour ma part, cette sortie est inopportune. Cette sortie est inopportune. L'institution vient en quelque sorte répondre à des individus. Il n'aurait pas, le PRD ne se serait pas porté devant la Cour, considérant que peut-être que le président de la Sénat ne monterait pas au créneau pour justifier quoi que ce soit. Et là encore, pour ce qui concerne ce fameux document brandi par les cadres du PRD, la question n'est pas là, Corneille, mais vous me permettez de me prononcer d'opinion rapidement dessus. Ça, c'est la transition, puisque qu'on le veut ou pas. Mais ce fameux document, moi, me pose là encore une série de questions. Ce document serait pour ma part plus crédible si ce document avait été signé par l'ensemble des commissaires, l'ensemble des membres de la Sénat. Mais ce document n'a été signé que par un commissaire. Je ne dis pas, je ne discrédite pas, je ne faiblis pas. Non, je ne doute pas de l'authenticité. C'est un document authentique parce qu'aucun des cadres et aucune des parties ne s'est prononcé sur la non-authenticité ou non de ce document. Mais pourquoi ce document ne porte que la signature d'un cadre qui peut-être partage le même patronyme que le président du PRD? Là, cela peut évoquer en nous une série de questions. Vous avez suivi les si ce document avait été signé par exemple par 2 autres ou 3 autres... Vous avez suivi les déclarations du commissaire Ouidi. Oui. Ce document est signé rien que par un commissaire qui, plus est ici, est le fils du président du parti. Mais il a apporté des clarifications, il a été clair qu'il n'est pas un membre du PRD, il est un commissaire de la Sénat. Sur ce point, quand vous prenez une institution... Rien que cet aspect en enlève un tout petit peu à la crédibilité. Le commissaire Ouidi, comme les autres commissaires, ont des tâches spécifiques à la Sénat. Et s'il était dans ces tâches, parce qu'il est dans ces tâches, je crois, il détient la clé de la cantine. Non, même pas là. Il détient un projet de compte rendu qui relève
et qui signifie au président de la Sénat que les observations faites sur les dossiers UP et UBR sont inexactes. Il est dans son rôle. Oui. Et les tests lui confèrent ce rôle-là. Oui. Et il a joué ce rôle-là. Il aurait pu étendre ce rôle à beaucoup d'autres partis. Non, à beaucoup d'autres mais déjà les autres partis sont rejetés. Oui. Non, mais pourquoi encore relever les autres fautes aux autres partis qui sont déjà recalés? Ça n'a pas de sens. Mais il retient que les partis qui sont retenus ont aussi des fautes. C'est logique. C'est là toute la logique. Mais pourquoi Il ne malheureusement pouvait pas le faire. Mais pourquoi pas lui? C'est la question. N'est-il pas un commissaire? Mais On ne doit pas se bizarrement, figer, on ne doit pas rester figé sur son patronyme pour juger de ce que la qualité du travail à lui confier par la République n'est pas un travail qui respecte le bon sens. Non, il a fait ce qu'il devait faire en conscience. En conscience, en notant que les affirmations sur les dossiers inexacts, il a relevé les manquements, les insuffisances. Ces insuffisances qui, jusqu'à là, je ne crois pas. Mais la sortie du président Tiando vient confirmer quelque peu. Parce que même si on parle de fautes mineures, voilà. Ça vient confirmer cette sortie du président de la Sénat qui vient plonger. Alors aujourd'hui, pour rapidement boucler avec ce volet, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la Sénat, au niveau de la Sénat, ça puisse quand même regagner les cœurs des uns des autres? Parce que là, ça apporte beaucoup de doutes. Et vous avez vu la conférence de presse de l'opposition ce jeudi qui a demandé non seulement la démission des membres de la Sénat, mais l'arrestation des membres de la Sénat. Non, je crois que... Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, très rapidement? Je l'ai dit, ces appréciations émanent et ces appréciations sont inhérentes à chaque camp. Si, au soir de la délibération, de la validation de la Sénat, si les 7 partis se sont tirés d'affaire, par exemple, ou si peut-être... C'est d'autres débats. Je pense. Ou même peut-être si le PRD s'en était sorti. Voilà, qu'on ne serait pas arrivé à ces révélations. C'est ce qui me faisait dire donc c'est dit que entre les politiciens, il faut savoir apprécier les choses. sont pondues compte tenu de la situation que vit le parti, compte tenu de la situation que vit cette sensibilité politique ou non. C'est cela. Alors, justement, merci. Merci en tout cas, Freddy Loris. D'abord, Anou Mouriagua va nous rejoindre sur ce plateau, justement en remplacement de Loris Freddy Davos. C'est le forum de la rédaction. Les journalistes du groupe de presse Eden TV Diaspora FM ont tout le temps revenu un peu sur l'actualité. Vous le savez très bien, en semaine, on est sur les terrains de reportage, on présente les éditions et tout. Mais en dehors de tout ce qu'on vous présente, il y a beaucoup d'autres aspects de ces sujets-là que nous allons essayer un peu de vous permettre de mieux comprendre afin de comprendre un peu comment l'actualité bouge. Les politiciens ne posent jamais des actes au hasard. Il y a toujours autour de ces actes-là à dire. Il y en a beaucoup à dire. Fréjus Loris et Fréjus Serwan, voilà. Loris Frédéric d'abord qui continue de planer sur cette émission. Frédéric Serwan. Alors, dans un instant avec vous et Maurice, nous allons revenir un peu sur la sortie de l'opposition, mais également sur la marche de l'opposition lundi 11 mars à Cotonou. Une autre marche prévue pour ce vendredi à Parakou a été purement et simplement une marche interdite par l'autorité communale. À Calavi également, ça a été interdit, mais de toute façon, le lundi, il y a eu cette sortie de l'opposition, une sortie gigantesque de l'opposition. Et puis, on a assisté à plusieurs déclarations. L'opposition qui réclame sa participation aux élections législatives du 28 avril prochain. Nous avons vu cette démonstration de force, la grande mobilisation, je le disais à l'instant, de l'opposition, en attendant donc d'entrer dans le vif de ces derniers sujets-là. Puis après cela, on reviendra quelque peu sur la convocation des hauts responsables du PRD, notamment le président Néombedi et puis Charlemagne Renfort, le vice-président et porte-parole du parti, qui se sont rendus à la brigade criminelle, justement dans ce dossier que nous venons d'évoquer, concernant bien sûr les preuves exhibées à la Cour constitutionnelle, demandant l'invalidation également des 2 listes validées par la Sénat, ce qui a été tout à fait rejeté par la Cour constitutionnelle. Frédéric, par rapport aux interpellations par la brigade criminelle contre
attend tout bien contre les informations que le grand monde détenait. Le président de la Sénat, à la faveur de sa conférence de presse, a apporté quelques précisions. Alors qu'on pensait que le président a été interpellé sur les preuves JB par le président le PRD. Pas le président, pas le PRD en général. Cela ne s'est plus avéré être vrai. C'est un citoyen qui a porté plainte parce qu'il s'est retrouvé sur la liste publiée par le PRD, alors qu'il avait refusé d'être positionné car ayant déclaré qu'il n'avait pas sa carte d'électeur, mais lors de la publication des listes, il a retrouvé son nom sur la liste, donc il a porté plainte. C'est pour connaître de cette histoire qu'on a connu ces épisodes d'interpellation à la brigade territoriale. Permettez de signaler que nous sommes déjà avec Arnaud Mouriagoua. Arnaud Mouriagoua, bonsoir. Bonsoir Corneille Aïssé, bonsoir Fréjus Roland, bonsoir aux téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé. Et on vous accueille par ce tout premier sujet. Alors dites-nous, est-ce que ces interpellations, Fréjus vient de faire un point de la situation, est-ce que cette interpellation, est-ce que ça ne vient pas quelque peu pour distraire? Parce qu'il y a plus sérieux, comment sortir de cette crise préélectorale? C'est ça justement la question. Et Maître Adi Ngouedi qui a cette lourde mission-là de pouvoir convoquer, de pouvoir collecter les propositions au niveau de l'Assemblée et aller forcément à un dégel de la situation, se retrouve dans des situations de convocation par la brigade criminelle et tout. Est-ce que ceci ne vient pas distraire quelque peu et détourner l'attention des uns et des autres? Je pense qu'on peut le dire parce que nous traversons une période où il fallait quand même aller vite dans un dossier où nous devons pouvoir avancer. Et vous savez qu'il y a une mission qui a été assignée au Parlement par le truchement du président. Et donc, on constate que ça traîne. Et donc, de l'autre côté, c'est des assignations par un individu de la Sénat, du président du PRD, qui devrait être très occupé à nous sortir d'affaires. Et donc, on piétine. Donc certaines personnes peuvent penser qu'on est en train de nous distraire. De l'autre côté, de l'essentiel. De l'autre côté, s'il y a un citoyen qui retrouve son nom sur une liste de partis alors qu'il avait déjà dit qu'il n'allait pas à l'élection, et donc il est libre. Il est libre d'assigner qui il veut. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et ces personnes ont répondu, vous l'avez suivi au cours de la semaine à la brigade criminelle. A-t-on appris que le président de l'Assemblée nationale a été écouté chez lui quelques minutes. Mais ce qui nous importe en ce moment, ce n'est pas cela, c'est que nous avançons. Alors, Frédéric Serlan, vous avez vu, l'opposition aujourd'hui trouve que c'est un jeu hypocrite de la part du pouvoir en place et que cela nous renvoie de l'essentiel à autre chose carrément, et trouve que ce jeu-là, cela ne profite pas à la crise actuelle, et l'opposition réclame même qu'un émissaire de la CEDEAO se charge de conduire les travaux de médiation pour la recherche du consensus, parce que oui, justement, ces convocations, c'est de la distraction pure et simple. Selon l'opposition, vous en pensez, vous êtes de même avis? Cette proposition de l'opposition n'est pas dénuée de sens. Cette proposition de l'opposition est soutenue par le fait que cette médiation, sinon cette mission confiée au président de l'Assemblée nationale est une mission de trop pour lui, en ce que il ne peut être juge et parti. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est le président du PRD, qu'il conduit la liste PRD et que sa liste a été rejetée par la Sénat, une décision confirmée par la Cour constitutionnelle. À travers, et si vous permettez, à travers un communiqué du PRD dans la semaine, on a lu quand même que le PRD ne fait pas de proposition parce que justement, se retrouvant à cette place de juge et autres là, et attend que les autres envoient des propositions. Je crois, sauf erreur de ma part, que tous les partis politiques ont fait de propositions, sauf le Bloc républicain et l'Union progressiste qui n'ont pas fait de proposition. Quoi qu'il en soit, revenons à votre interpellation, l'opposition qui désire une médiation de la CEDEAO. Je disais que cette proposition est justifiée
par le fait que le président de l'Assemblée nationale, qui dirige cette médiation, cette mission, est en même temps président du PRD, candidat aux élections législatives qui conduit le PRD, donc il ne peut pas être jugé parti, il est encore membre de la mouvance présidentielle. Et vu tout ce qui s'est passé, tout ce qui a précédé cette crise préélectorale, sa position, il serait mieux pour l'opposition. Et je crois qu'elle trouve juste que la CEDEAO, un émissaire neutre, totalement neutre, puisse rassembler tous les partis pour une mission impartiale, pour une mission concrète et crédible, pour que les propositions des uns et des autres soient étudiées avec la plus grande lucidité, avec la plus grande impartialité, pour que le processus électoral puisse aller jusqu'au bout avec crédibilité et transparence. Parce que, je vous l'ai dit, j'ai soupçonné que dans les jours à venir, c'est vrai qu'on a dit que la commission qui a été mise sur pied est composée de 5 membres du président de l'Assemblée nationale, de 2 membres de l'opposition, de 2 membres de la mouvance. À quoi va-t-on s'attendre les prochains jours si on dit que les membres de la mouvance ne sont pas d'accord sur la proposition des membres de l'opposition et qui n'ont pas les mêmes lectures? Il faut l'intervention d'autres acteurs. Oui, les autres peuvent volontairement bloquer. Ainsi, on va aller avec des problèmes personnels, des rancœurs, des déchirements, des coups bas, comme le PRD a déjà voulu ralentir dans sa course, l'Union progressiste et le Bloc républicain. Où est-ce qu'on ira avec ces mêmes acteurs? Est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'un acteur sous-régional, un acteur de la CEDEAO puisse, en toute impartialité, réunir tous les protagonistes, toutes les parties prenantes pour efficacement trouver les solutions idoines pour que cette crise préélectorale qui prend déjà trop de temps ne puisse pas nous conduire davantage vers une plus grande crise, vers des conflits. Anno Moriagua, est-ce que cette demande, cette exigence de l'opposition aujourd'hui conduit la recherche de consensus à une mission de la CEDEAO? Est-ce que ce n'est pas trop demandé puisque on n'a peut-être pas atteint l'ampleur Ce n'est pas trop demandé, mais je pense quand même que l'opposition aurait dû faire cette proposition très tôt. Et parce que l'opposition était à la rencontre avec les partis. Le chef de l'État a invité tous les partis politiques. L'opposition n'y était pas. Et donc, au lendemain, l'opposition devait faire la proposition. Et je ne sais pas pourquoi l'opposition a attendu. Et c'est une façon encore de faire traîner les choses. C'est un autre débat que cela suscite encore. Et donc, cela risque encore de faire traîner les choses. Alors qu'on attendait cette fumée blanche de la part de l'Assemblée nationale qu'on ne voit pas. On ne voit rien venir depuis lors. Et donc, eux, ils viennent faire, l'opposition vient encore faire une autre proposition. Ça pose encore une autre question. Et on va de rebondissement à rebondissement. Sinon, comme Frégis l'a dit, c'est une proposition pertinente, mais qui vient maintenant, alors que nous voulons avancer. N'oubliez pas cette date du 17 mars. J'espère que ça vous dit quelque chose selon la charte des partis. Butoir pour que les partis puissent mon confrère, l'un de nos confrères me disait qu'en tout cas, étant donné que le chef de l'État a dit qu'il faut faire des propositions, donc cette date du 17 dans le camp du chef de l'État ne tient pas plus pour les partis ou tous les partis qui ne se seraient pas conformés seront simplement balayés de l'échiquier comme étant parti politique. Et donc, je ne veux pas utiliser le verbe dissoudre. Et voilà que le chef de l'État demande qu'on fasse des propositions. Les propositions ne sont pas arrivées. Et par rapport à la date du 17 mars, est-ce que cette question a été évoquée lors de la rencontre avec le chef de l'État? Voilà des questions qui risquent de nous créer des problèmes. Et on ne sait pas si jusque-là, la ruse et la rage sont encore mises à l'épreuve ou mises en œuvre, mais quand même, nous souhaitons avoir très vite vous l'avez sorti par rapport à cette situation. Cette expression de ruse et de rage qui, pour le moment, semble être localisée dans un camp, c'est dans un seul camp. Parce que là, on voit la ruse et la rage, maintenant, c'est un peu chez les opposants. Si vous voyez déjà des partis de la mouvance
qui entre-temps a mis aux courses, qui brandissent des preuves pour que d'autres parties de la mouvance soient invalidées et tout, c'est que c'est comme si la ruse est restée dans le camp de ses pères fondateurs. La politique n'est pas, la politique n'est pas un jeu d'enfant. Vous avez vu, au lendemain de ces preuves exhibées par le PRD et la Cour constitutionnelle, vous avez vu, tout de suite au lendemain, on a sorti un dossier d'un citoyen qui se serait vu sur la liste du PRD, qui a porté plainte, et puis paf, le président de l'Assemblée nationale est convoqué, le vice-président est convoqué. C'est une réponse politique à ce qui s'est fait. Et donc, c'est pour dire un peu, quand vous sortez vos armes, nous avons la théorie qu'il faut pour vous répondre. Et là, nous sommes bien en phase avec cette fameuse phrase. Il faut replacer cette phrase dans son contexte du professeur Diogbenou, aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, qui disait « Si la politique se fait avec ruse, nous la ferons avec ruse. Si elle se fait avec rage, nous la ferons avec rage. » Donc, on oppose aujourd'hui la ruse à la ruse, mais ça, la rage à la rage. C'est pas Diogbenou, président de la Cour constitutionnelle, c'est Diogbenou, ministre de la Justice, déchu par l'échec. Voilà. Donc c'est différent, ce n'est pas les mêmes Diogbenou. Alors nous allons dire un mot. Puisque je vous ai rejoint au plateau, Corneille Aïssé, il y a d'autres nouvelles, puisque Mouel Bénin vient d'assigner le président Adrien Goumbedi au tribunal de première instance de Cotonou pour l'affaire qui les oppose. Et le parti estime que son image a été entachée dans les preuves fournies. Nous avons tout le temps de déclencher ces poursuites-là, ces procédures judiciaires, on a tout le temps. Ce qui est intéressant pour nous maintenant, c'est comment trouver la solution pour que tous les partis puissent quand même participer aux élections. Et quand vous voyez ces jeux, c'est des stratégies politiques purement et simplement. Nous allons revenir, si vous le permettez, bien sur cette grande sortie de l'opposition ce lundi à Cotonou. Les images en disent non, et Anno Moriagua. Oui, Corneille Aïssé, vous avez raison. Une marée humaine qui a pris d'assaut la ville de Cotonou, donc pour montrer que quand même la population veut qu'on aille de l'avant. La population veut une élection inclusive et donc l'élection ne peut pas se passer sans l'opposition. L'opposition avait eu à le dire et vous avez vu tout ce monde dans les rues, vous avez écouté les propos et ce lundi, comme le disait une fois encore une de nos consoeurs, elle a assisté à des marches au Bénin, à Cotonou, mais l'ampleur de cette marche, elle n'en avait jamais vu auparavant et donc c'est un signal fort. C'est un signal fort, qu'on le veuille ou non, c'est un signal fort. Tout le peuple béninois, oui. Et vous avez vu les conclusions tirées par cette délégation de la CEDEAO. Cette délégation de la CEDEAO souhaite qu'on fasse des élections inclusive. Et donc, je pense quand même que c'est c'est sur cette piste-là que nous devons aller. Et quel que soit Alpha, quel que soit le temps que mettront les responsables mis à l'épreuve, je pense quand même que nous devons aboutir à cette conclusion. Mais certains estiment, Frédéric Servan, que l'opposition ferait mieux d'aller faire ses propositions à la conférence des partis, à la conférence des présidents, à l'Assemblée pour une sortie de crise plutôt que de se mettre dans les rues pour des manifestations du genre. Nous avons dépassé cette étape. L'opposition a démontré sa bonne foi en répondant d'abord au premier appel du président de la République, une occasion au cours de laquelle ils ont été me semble-t-il humiliés. C'est pourquoi ils n'ont pas répondu au deuxième appel de la classe politique. Et puis l'opposition a répondu à nouveau à l'appel du président en déposant des mémorandums de résolution sur la table des députés. Et puis si nous revenons à l'analyse de cette marche-là, il faut dire que l'opposition a frappé un grand coup. A frappé un grand coup avec cette marche parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à la veille de cette marche-là, qu'il y a eu des stratégies de démobilisation sur les forats, sur les réseaux sociaux. On a annoncé qu'il y aurait des badauds qui seraient recrutés pour créer du désordre, pour casser, pour brûler. Ce message invitait le peuple béninois à ne pas sortir, à rester dans les maisons,
et à ne pas participer à cette marche. Et puis, d'autres stratégies ont été développées pour montrer que les FCBE qui appellent aujourd'hui à la marche ont été ceux qui hier ont battu le record de la violation des libertés individuelles et autres, etc. Il y a eu tellement de stratégies de démobilisation que l'on ne savait pas que ce lundi, un jour de service, le premier jour de la semaine, il y aurait ce monde-là. Donc, il faut comprendre cette marche au-delà du simple appel de l'opposition. Ce n'est pas le simple appel de l'opposition qui a fait sortir tout cela. Le peuple s'est exprimé à travers cette marche parce que si vous avez suivi cette marche spontanément, les marches, il faut le dire, il faut le reconnaître, sont payées au Bénin. On rassemble les partisans et puis c'est du sandwich, c'est des 1000 francs et puis chaque groupe, après les marches, se rassemble de part et d'autre. Nous avons vécu, nous sommes journalistes, nous sommes témoins de ces marches-là où on donne 1000 francs, on donne 500 aux partisans qui ont marché. Mais cette fois-ci, lors de cette marche, qu'est-ce que nous avons constaté? Des rues, des boutiques, des maisons, spontanément, les gens sortaient. Et ceux que nous avions interviewés, on leur a demandé leur motivation. Comment se faisait-il qu'ils participent à cette marche aux côtés des FCBE qu'ils ont vomi, pas plus tard qu'en 2016. Et ils nous ont dit, les cas sauvages, la politique qui se mène, le mode de gouvernance, la violation des libertés individuelles, les renvois, etc., etc. Tout cela fait que nous ne sommes pas d'accord avec la gouvernance et parce que nous voulons avoir cette liberté au soir du 28 avril, sinon au matin de ces élections législatives, de choisir qui nous voulons pour redonner un autre chemin à la politique de notre pays. Donc, il ne faut pas nous empêcher de choisir qui nous voulons, de sanctionner cette gouvernance-là. Donc, c'est pourquoi le peuple est sorti de part et d'autre pour dire son ras-le-bol dans les rues. C'est comme ça, c'est ainsi qu'il faut comprendre cette marche de l'opposition et la leçon à retenir de cela, c'est quoi? Hier, les FCBE, Force Corruption Bénin Émergent, vomi par ce même peuple. Ce peuple se tient aujourd'hui. Sinon, c'est tenu à côté de ces forces Corée et Bénin pour un Bénin émergent pour dire non à celui qu'ils ont contribué pour refaire à son amener. image La leçon, c'est la quoi? La leçon, réconciliation. ce n'est pas ce pourquoi nous marchons. Ce n'est pas ce pourquoi nous marchons. Et ce n'est pas à côté de qui nous marchons. Si c'est FCBE, ou bien demain nous pourrons encore marcher à côté du président Talon contre les FCBE. Ce n'est pas à côté de qui nous marchons qui compte. C'est ce pourquoi nous marchons qui compte. Et aujourd'hui, le peuple a marché pour sa démocratie, pour dire, permettez-nous, sinon, laissez le pays dans l'état démocratique dans lequel nous vous l'avons passé. Merci. Merci en tout cas, Frédéric Servan. Rapidement, oui, Arnaud Moriagua. Il faut saluer quand même cette décision, cette autorisation, cette clairvoyance que le préfet de la ville de Cotonou a eu, du littoral a eu, en autorisant cette marche, parce que c'est ça aussi un signe de la démocratie en marche au Bénin. Il faut saluer aussi cette marche qui s'est déroulée réellement de façon pacifique. C'est important. C'est important de le souligner. Je vais vous soutenir sur cela en disant qu'il faut saluer la maturité et la responsabilité de l'opposition béninoise qui a su réussir cette marche pacifiquement. Et saluer aussi le préfet Kodia qui a su avoir la lucidité pour autoriser cette marche, ce qui n'est pas le cas dans la ville de Parakou et dans la ville d'Abou et la ville où le maire Georges Bada et le maire de Parakou n'ont pas eu cet esprit démocratique pour laisser les choses se faire conformément à l'esprit démocratique du Bénin. Nous en reparlerons certainement au cours d'autres numéros. Le Bénin, qu'on le veuille ou pas, conserve sa place de modèle de la démocratie en Afrique et dans la sous-région. Nous espérons très bien que la classe politique pourra très bientôt s'entendre pour un dégel de la situation et que tous les partis politiques participent véritablement à ces élections. Ça sera là de la vraie compétition. Ah oui, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Il faut la vraie compétition parce que c'est quand la compétition est véritable qu'on reconnaît les vrais compétiteurs. Voilà, donc c'est tout. Nous allons dire un mot. Quand même, mot culture, c'est pas trop, c'est vrai, carnet noir. On a vu au cours de la semaine l'arrivée de la dépouille de l'artiste béninois décédé le 26 février dernier, si je ne me trompe pas, Stan Torrent, la dépouille ramenée sur la terre de ses ancêtres qui a été accueillie par une grande délégation des artistes, et le ministre Omeki également, Arnaud Moriagua. Oui, il faut dire quand même que c'est dommage que le roi du Tchèque Système nous ait quittés pendant cette période où nous avons le plus besoin de lui. Il avait déjà chanté à quand la fin des réformes
il n'a pas attendu la réponse avant de tirer sa révérence. On va juste dire que la terre lui soit légère et que ce que nous regrettons, qui est l'hommage que nous passons le temps à rendre aux artistes après leur décès, au lieu de leur rendre des hommages de leur vivant, qu'on lui rende alors, parce qu'on n'a pas le choix, l'hommage dû à son rang qu'il mérite après son départ. Voilà, salut l'artiste. Frédéric Servan. Oui, comme Maurice l'a dit, sinon, qu'il a presque tout dit, il faut rendre un véritable hommage à Torrance Tan, qui est une icône, qui est une légende de la musique béninoise africaine. Je crois que la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est à travers le respect des lettres qu'il a laissées, des textes de ses chansons. Il invitait tout le monde nous sommes en période électorale, à aller voter. À aller voter pacifiquement, l'achat de conscience aussi, à ne pas permettre l'achat de conscience en période électorale. Donc le meilleur hommage, sinon le meilleur respect qu'on puisse avoir pour cet homme-là, c'est de respecter bien évidemment la lettre, ces textes de ces chansons, en allant voter en toute responsabilité, en paix, sans heurts, sans violence et en rejetant l'achat de conscience en période électorale. Et il n'est pas superfétatoire de saluer ici l'engagement, l'implication du gouvernement béninois qui a su se mettre dans la danse pour gérer déjà dès ces débuts que nous observons les obsèques de Papy Grande et de Stan Torrance. Ce n'est pas toujours le cas, les artistes ne sont pas toujours honorés comme ça. Là, on a vu toute l'implication. Vous revenez sur la chronique société de Osvaldo Meki, ce matin, du président de la République, de tout son gouvernement. Quand c'est mauvais, il faut être là pour le dire. Mais quand c'est bon aussi, il faut le dire. Donc, chapeau au gouvernement d'avoir pris cet engagement pour participer activement aux obsèques de Stan Torrance. Peut-être encore vivant face à une situation pareille, pendant des élections, qu'il aurait pu déjà avoir une superbe inspiration, demandant aux uns et aux autres de se calmer. Son inspiration, qu'il nous pardonne. Nous allons faire des supputations, nous allons inventer des choses. S'il était là, peut-être qu'il demanderait dans une chanson au président de la République de permettre à tout le monde de participer aux élections législatives, de permettre la compétition pour montrer réellement qu'il est un compétiteur né. Je sais, je doute, je propose, vous savez, ce serait probablement ce message-là qui passerait à tout le monde. Le chef de l'État, c'est un compétiteur né officiellement connu dans le pays. Il y a peut-être d'autres compétiteurs nés dans l'ombre dans le pays qu'on ne connaît un peu, pour qu'ils ne se disent pas, qu'ils se déclarent pas. Si les élections ne sont pas inclusives, comment peut-on découvrir d'autres compétiteurs nés? Certainement qu'il y en a plein dans l'ombre. De Patrice Talon, à la faveur d'élections libres, crédibles, transparentes et démocratiques que Boni Yayi a eu le mérite, d'organiser. Parce que c'est là qu'il faut le dire. Patrice Talon a promis mieux faire que Boni Yayi. Boni Yayi a organisé toutes les élections inclusives et démocratiques. Donc si Patrice Talon veut démontrer toute sa bonne foi, veut démontrer ce qu'il a promis, c'est en faisant plus grand que Boni Yayi, en organisant des élections plus démocratiques que celles de Boni Yayi, en organisant des élections plus inclusives que celles de Boni Yayi, et non en excluant, en nous permettant, en se taisant. Et il a donné la bonne foi en demandant aux députés de légiférer à nouveau. Et même si on bloque, ne nous opposons pas à la rigidité des tests. Les tests ne nous gouvernent pas. Si nous constatons qu'il y a des tests qui veulent mettre à mal le pays, il faut remettre ces tests carrément à côté. Vous essayez de détourner notre débat qui purement c'est un hommage à Stan Torrance. Parce que si la personne vous invitait de son vivant à la paix, après sa mort, il faut bien évidemment respecter cette paix-là. Très génial, cette proposition dans Matin Indien le matin. Il faut honorer les artistes de leur vivant. Vous avez fait de bonnes propositions d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il faut honorer les artistes de leur vivant et donc il faut désormais prévoir un fonds d'hommage aux artistes de leur vivant. Voilà. Donc c'est ce à quoi nous invitons désormais le gouvernement et ça va les honorer. Merci à nos Mori Agua, merci à vous Frédéric Servan, merci également à Loris Freddy d'abord. Igor Ontondi, Fiacre Voitan, Didier et Guédou sont restés à la partie réalisation de cette émission. En tout cas, vous avez pris le rendez-vous, vous avez pris du goût et effectivement, déjà, nous le savons très bien à cette émission de décryptage de l'analyse, décryptage de l'actualité par les confrères du groupe de presse CDN TV Diaspora FM. Nous mettons un thème donc à ce rendez-vous, le temps de vous retrouver très prochainement sur d'autres numéros. Au revoir.